Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du RB Live, le grand débat. C'est le débat, le live de Revue Banque avec la MAFI. Oui, une émission à l'occasion de la publication de ce hors-série de la Revue Banque, hein, dette et déficit, sortir du cercle infernal. Oui, la dette et déficit, hein, que le gouvernement de Michel Barnier avait tenté de réduire, suffisamment ou pas. On ne le saura jamais, parce qu'une motion de censure, on a décidé autrement, donc le mercredi 4 décembre. Le sujet, il reste évidemment brûlant. Urgent, bien entendu, la dette et les déficits publics sont toujours là. Et les chiffres sont clairs, hein. La première s'élève à 115% du PIB. L'autre va dépasser les 6% cette année. Vont-ils même s'aggraver après ce soubresaut politique? Est-ce que la France va voir sa crédibilité durablement entamée sur les marchés? Vous verrez que le sujet n'est pas que français, même si on fait mieux globalement ailleurs, hein. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Depuis 45 ans, le déficit public, il est systématiquement supérieur à 1% du PIB. Et la moyenne des déficits publics, elle ressort à 3,8% du PIB. Alors, comment en est-on arrivé là? De quoi la dette est-elle le nom? Véritablement, les niveaux atteints sont-ils devenus inquiétants? Y a-t-il à proprement parler une crise de la dette, une menace sur les générations futures? Définir une stratégie européenne est-elle possible? Voilà, beaucoup de questions. On va essayer d'être le plus pédago possible, voilà, et surtout faire preuve de nuance, parce qu'on entend souvent des choses un petit peu définitives, ça et là. On va tout vous expliquer, ça va être passionnant, c'est une émission que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux de Revue Banque, bien sûr, le site internet, et puis que vous pourrez consommer ensuite en replay. Et pendant une heure, vous allez être encore une fois avec les meilleurs. Rendez-vous avec Stéphane Giordano. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Giordano, c'est le président de l'AMAFI, l'association des marchés financiers, partenaire de ce RB Live, donc le grand débat. Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Patrick Artus, économiste au sein du Cercle des économistes, conseiller économique de Osiam. Nathalie Janson est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, professeure associée d'économie chez Neoma Business School, et Hubert Rodari également. Bonjour Hubert. Bonjour Fabrice. Il est président de la F2I, l'Association française des investisseurs institutionnels. Et puis vous aurez la parole également via la plateforme sur laquelle vous nous suivez. Je vais prendre vos questions, voilà, régulièrement. J'en ai déjà pas mal qui sont arrivés. Alors, allez, Anthony, Yann, Valérie, voilà, qui nous disent la censure, quel coût pour la France? Ah oui, c'est vrai, c'était mercredi 4. Notre économie entre-t-elle dans l'inconnu avec des conséquences négatives? Est-on au début d'une crise financière? Bon, qui prend la parole? Tiens, Stéphane, allez-y, essayez de répondre pêle-mêle à ces trois questions. Voilà. Pour le moment, on n'a pas vu de crise de la dette. Bon. Il y a eu, évidemment, et ça tout le monde l'a observé, une hausse de la différence de spread entre le Bund allemand et l'OAT française à la dissolution. Il y a eu une légère augmentation de ce spread après la dissolution, mais on reste sur des niveaux qui sont gérables, qui traduisent une forme d'inquiétude, mais pas d'affolement. Pas d'affolement. La question, c'est est-ce que c'est un État stable? Est-ce que il y a une forme de longanimité des marchés vis-à-vis de la France? Est-ce que ça va durer? Ou est-ce que à un moment donné, on est susceptible d'avoir une situation plus tendue sur la dette française? C'est un jeu qui est très ouvert. Jeu très ouvert, Patrick Artus, pour l'instant le calme, plutôt, alors que certains avaient, justement, dans le camp gouvernemental, dans le camp de la majorité, avaient dit « Vous allez voir ce qui va arriver, s'il y a censure, ça va être l'épouvante et tout ». Finalement, Alors, ce qui se passe, c'est un problème pour l'économie réelle. C'est pas tellement un problème pour l'instant de coût du financement. Si on regarde l'investissement des entreprises, il a commencé à baisser au troisième trimestre. Toutes les enquêtes sur les PME montrent que 2 PME sur 3 ont remis en cause des projets d'investissement. Juste. Et les ménages épargnent de plus en plus. Et donc, ce qui se passe pour l'instant, c'est que l'incertitude politique n'a pas beaucoup d'effet
c'est 40 points de base de hausse des taux d'intérêt. 40 points de base, il faut quand même dire à nos auditeurs que ça impose de réduire le déficit public de la France pour stabiliser le taux d'endettement public de presque un demi-point de PIB. Donc c'est un demi-point de PIB de plus. C'est pas innocent, bien sûr. Voilà, donc c'est pas totalement innocent. Mais le pire, c'est que probablement, on va être en croissance nulle ou légèrement négative à partir du 4e trimestre, avec une faiblesse à la fois de la consommation et de l'investissement. Et donc ça remet en question toutes les prévisions de croissance sur 2025 et bien entendu les prévisions de recettes fiscales sur 2025. Vous êtes étonné ou pas que finalement ce soit pas la tempête, plus que ça, j'allais dire, Nathalie Janson, nous avait dit une France sans gouvernement, sans budget, va avoir sa crédibilité durablement entamée sur les marchés. Pour l'instant, au moment où on se parle, ce vendredi matin, 48 heures après la décision, pas la destitution, le renversement du gouvernement, bon, ça va. Alors déjà, on peut remarquer que l'événement qui a été la surprise, c'était les législatives anticipées. La dissolution, voilà. Bien sûr, l'annonce. Voilà. Et en fait, c'est surtout ça qui a eu un impact à l'époque. C'est ce qui a effectivement marqué la hausse du spread. Et ensuite, en effet, comme on est rentré dans une période d'incertitude, en fait, les marchés ont donc intégré. Bien sûr. Ils s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait un renversement du gouvernement, mais ça fait partie des incertitudes. Et donc, en fait, ça n'a pas tant perturbé que ça, sauf, comme vient de le dire effectivement Patrick Artus, on a eu un marché boursier qui a été plutôt à la baisse par rapport aux autres, et ça a été intégré au fur et à mesure du temps, et c'est plutôt ces conséquences-là qui sont effectivement négatives. Maintenant, il va y avoir tellement d'étapes avant que ça devienne une crise financière. C'est vrai que l'utilisation de l'ex-premier ministre de la menace imminente de la crise financière a peut-être été un peu trop utilisée, un peu exagérée, parce qu'effectivement, on peut pas tomber, surtout qu'avec les agences de notation, on avait vu pareil. Alors, sans doute qu'elles avaient fait, comme la Commission européenne avait elle-même donné son accord sur la trajectoire, il n'y avait pas de raison l'ex-gouvernement Barnier, pour la de l'ex-budget, voilà, pour le 29 novembre, c'était donc Standard & Poor's qui est une des plus regardées. Qui a laissé à un mois. Elle a donc laissé avec une perspective, c'est-à-dire qu'elle, comme les autres, elle n'a pas changé la notation, mais elle a surtout pas dégradé la perspective. Non. Et là, on voit bien pareil que, compte tenu de ce contexte, la crise financière tout de suite maintenant, elle n'est pas là. Maintenant, en effet, on prolonge l'incertitude et on ouvre un nouveau monde des possibles. Ouais, c'est vrai, Hubert Rodari, on ne sait pas du tout quel sera le futur gouvernement. De quelle manière il va tenter de poursuivre ou pas les réformes qui sont attendues. Le fait de ne pas avoir fait les réformes attendues, est-ce que ça peut aggraver encore notre dette, notre déficit, notre crédibilité, tout ça, enfin? Alors, la question, on peut la prendre sous un angle technique, c'est-à-dire le comptable, les chiffres, les pourcentages, et effectivement, le prix de l'inaction, c'est une dérive qui se perpétue. Après, on peut avoir une réponse, je dirais, plus organisationnelle, c'est-à-dire de quoi, c'était tout à l'heure le titre qui était affiché sur les écrans, de quoi la dette est-elle le nom? Ah bah oui, et donc, quelle est la réalité? C'est la question que vous posez d'ailleurs dans ce supplément, dans ce hors-série, Hubert Rodari. Voilà. Exactement. Et donc, quelle est la réalité qui est derrière? Parce que toute la comptabilité, tous les chiffres, ce sont avant tout des guides pour une action dans un système de décision, d'interaction qui va vers installer un certain état qu'on suppose le plus stable possible. Donc, effectivement, pour moi, la nature monétaire de la dette, c'est-à-dire la dette publique, ça n'est pas une dette ordinaire que contractent deux agents économiques. Ce que vous expliquez en effet, Hubert Rodari, c'est que la dette publique, elle a une nature spécifique. Elle n'est pas assimilable à une dette ordinaire entre deux agents économiques aux possibilités financières qui peuvent être quelque part cernées. Voilà. Et dans ce contexte, justement, qu'est-ce que ça induit à vos yeux? Tout simplement, c'est qu'entre deux agents économiques ordinaires, on sait que la dette a une limite. La dette a une limite parce qu'il y a des échéances, puisque les structures, qu'elles soient d'entreprise ou des personnes physiques,
physiques sont mortelles et il faut qu'au bout de leur vie, il faut qu'elles soient en capacité de rembourser leurs dettes pour ne pas créer des pertes sèches dans l'économie. En revanche, les États, par définition, ils sont éternels, ils n'ont pas d'échéance, et donc la problématique qui leur est attribuée, c'est davantage la soutenabilité du paiement des intérêts en concurrence avec les autres postes de dépenses, l'action publique qui se traduit par des transferts dans la population. Donc, et pas plus qu'on ne sait aujourd'hui calculer si une émission monétaire est excessive au regard des possibilités. Alors, on en a une idée, mais c'est un peu comme l'ivresse. Vous savez quand est-ce que vous allez devenir sourd, mais vous ne savez pas exactement à partir de quel verre vous allez perdre, je dirais, la maîtrise de vos gestes et de vos paroles. Donc, la problématique de la dette, elle est là, c'est-à-dire, étant donné qu'elle est monétaire, on ne sait pas définir sa limite. Reinhardt et Rogoff s'y étaient essayés, mais on a vu que leurs calculs n'étaient pas justes. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'ils avaient sous-estimé la nature monétaire de la dette et surestimé la représentation sous forme de dette d'agents ordinaires que représente l'appellation de ce qu'est la dette publique sous forme de dette. Nathalie Janson. Et d'ailleurs, on s'aperçoit très bien que par rapport à ces calculs de quelle est la dette vraiment maximale, enfin qu'il ne faut pas excéder, on voit bien que les pourcentages n'ont rien à voir avec la situation des pays et leur stabilité, puisqu'il y a des pays comme le Japon qui sont à plus de 200% depuis maintenant de fort nombreuses années et où il n'y a pas exactement même, voilà. Et où il n'y a pas menace, enfin on n'a pas l'impression que le Japon va entrer en crise financière, alors qu'un pays comme l'Argentine. On va montrer le graphique justement sur un pays comme l'Argentine qui n'a pas une dette finalement si énorme que ça comparé à nous, puisqu'ils sont en dessous de 100%, ils sont en crise économique et ils sont dans un marasme total depuis des années. On va y revenir juste, je reste sur les questions d'actualité quand même, parce que je vous ai entendu au début, alors je ne sais pas si vous étiez optimiste ou non pessimiste, enfin bon, en tout cas vous étiez beaucoup plus prudent que ce qu'on a pu entendre, donc la fameuse semaine du soubresaut politique. On a comparé, on a dit, vous avez vu, la France emprunte au même taux que la Grèce. Non, Stéphane, la France n'est pas la Grèce, on est d'accord. Là, on parle toujours de la Grèce, mais parce qu'on a le souvenir de la Grèce des années noires, des années 2010. Hein. Oui, d'une part, et puis d'autre part, la France représente au sein de l'Union européenne des masses qui sont peu comparables à celles de la Grèce, ce qui donne typiquement peut-être plus de latitude pour lever l'impôt, par exemple. La France, elle est protégée par sa taille, quelque part ? Alors, elle est protégée par sa taille pour partie dans le jeu européen, et après, tout est relatif. La dette française et la perspective du remboursement, du paiement des intérêts et du remboursement du nominal, on peut se poser des questions, mais en réalité, c'est des questions qu'on peut se poser sur quasiment tous les États européens, sur les États-Unis même. Donc les investisseurs, qui sont ceux qui à la fin déterminent le spread, sont confrontés aujourd'hui à un choix, et dans ce choix, la France n'est pas trop maltraitée. Bien. Contrairement à ce qu'on peut entendre, elle n'est pas au bord de la faillite, hein, clairement. Voilà, donc non, ça va. Patrick Artus, justement, ces investisseurs, je me mets à la place dans la tête de ces investisseurs. À partir de quel pourcentage du PIB les créanciers d'un État peuvent perdre confiance? Voilà, quels sont les facteurs qui interviennent quand on parle un peu de soutenabilité? Voilà, la crédibilité des politiques publiques, la solidité des institutions, c'est quoi? Moi, j'essaie de me mettre de l'autre côté. Comme l'a dit Nathalie à l'instant, le Japon a plus de 200% du PIB, de 240, je crois, du PIB, et il n'y a pas de problème. Non, je crois qu'il faut regarder le taux d'endettement public, il faut regarder la capacité d'épargne du pays, et il faut regarder ce à quoi on doit renoncer si on a trop de dette publique. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on appelle les effets d'éviction. C'est-à-dire, est-ce que d'avoir une dette publique aussi élevée dans la plupart des pays européens, sauf l'Allemagne, évince, par exemple, les investissements plus productifs, les investissements de transition énergétique, les investissements de modernisation de l'industrie. Et pour l'instant, on peut avancer que la réponse est oui.
Le taux d'investissement de l'Europe est nettement plus bas que le taux d'investissement des États-Unis. Le taux d'investissement de la France, des entreprises, a baissé beaucoup depuis 2 ans. Et donc le problème, c'est que vous commencez là un cercle vicieux. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de dettes, ça ne crée pas beaucoup de problèmes de financement, mais ça fait que l'épargne est dirigée vers le financement de cette dette et pas vers les investissements productifs. C'est ça. Et ce problème, alors, si on croit le rapport Draghi, ce problème va être énormément amplifié, parce que Draghi nous dit qu'il faut que l'Europe consacre 5 points de PIB de plus chaque année à des investissements de tout type. Et donc, on ne fera pas ces investissements si on n'arrive pas à réduire le service de la dette. Donc, il n'y a pas de risque financier. Simplement, il y a un risque de mauvaise utilisation de l'épargne. Ouais, je cite Monsieur Laure dans le hors-série. Je retrouve juste son titre, Monsieur Laure. Ça va me revenir, mais je vais le retrouver dans un instant. Enfin voilà, qui nous dit en 2023, notre pays aura consacré 50 milliards au seul paiement des intérêts. Imaginons comment nous aurions pu consacrer les 50 milliards de charges de remboursement d'emprunt à une meilleure formation des citoyens pour améliorer la productivité de la main-d'œuvre française, ou encore à engager des programmes de recherche sur les secteurs d'avenir, endiguer la perte de compétitivité de nos produits à l'exportation. C'est exactement ce que dit Patrick. Hein. Oui, il va même plus loin que ça, Patrick, puisqu'en fait, il dit au-delà du fait qu'on paye des intérêts, en fait, le problème, c'est que lorsque les investisseurs vont se porter sur le marché de la dette, ils vont aller, en fait, vers la dette publique au lieu d'aller vers d'autres types de dettes. D'autant plus que quand on regarde la façon dont les Français épargnent, on a un fort à travers les assurances vie. On sait très bien que les épargnants français vont beaucoup sur la dette publique. Donc en fait, il y a la part en fait du secteur privé pour pouvoir se financer en fait sur les marchés, elle est petite. D'autant plus, et là je rajoute une couche, c'est relié à un autre problème, qu'on n'a pas de capitalisation en France, enfin qu'on a très peu de capitalisation à part voilà des plans privés à part. Et ça, c'est encore moins d'épargne sur le marché, puisque effectivement dans notre système de retraite, comme on paye directement le retraité, eh bien celui qui devrait épargner, son épargne ne se retrouve pas sur le marché. Donc si on se compare par exemple aux États-Unis, la comparaison est effectivement terrible, puisque ils ont de la capitalisation, donc ils ont cette masse qui circule. Ils n'ont pas cet effet d'éviction énorme. Pourtant, ils pourraient, puisque la dette américaine n'est pas non plus petite, elle est même très grande. Très grande. Mais là, des derniers papiers qui ont été publiés au cours d'un symposium sur la dette publique américaine et sur le récent programme, enfin sur le programme de Trump lorsqu'il avait baissé ses impôts, le fameux programme que Biden n'a pas remis en cause, et à juste titre, en fait montre bien qu'il a bénéficié à l'investissement des entreprises privées très fortement. Et quand on voit les gains de productivité qu'ils ont par rapport aux nôtres, qui sont largement au-dessus, effectivement, ils ont une dette productive et nous, on n'a pas de dette productive. Voilà, je rends à César ce qui est à César. Jérôme Laure, voilà, je cherchais son titre, fondateur de Beyond Solutions, auteur de La dette de la France. Il est dans ce hors-série donc de Revue Banque, dette et déficit, sortir du cercle infernal. Stéphane, je voudrais qu'on parte du début quand même, hein, parce que on a annoncé un certain nombre de chiffres, hein, la dette de la France, plus de 3200 milliards d'euros, 115% du PIB, 220% des recettes annuelles de l'État, c'est-à-dire plus de 2 années pleines. Un chiffre supérieur à tout ce qu'on voit dans les pays de l'Union européenne, à part l'Italie et la Grèce. Hein. L'Allemagne, c'est une dette de 64% du PIB. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Stéphane Giordano, vous, le président de la MAFI? S'il doit y avoir un endettement, voilà, il vient d'où et à quoi il doit servir? Le fait est que depuis 40 ans, la France s'est endettée pour financer son modèle social, davantage que pour financer des investissements productifs, comme ça a été dit. Et c'est un cercle vicieux assez évident. Sortir de ce cercle vicieux, c'est compliqué, parce qu'effectivement, la question, c'est à quoi on renonce. Aujourd'hui, on renonce à des investissements productifs. Il est probable que sortir de ce cercle vicieux-là commandera de modifier un certain nombre de choses dans notre modèle social et dans le pacte social. Et ça, aujourd'hui, ce qu'on constate à travers les élections, c'est que il n'y a pas réellement d'accord des populations sur le sujet. Ce que nous dit par ailleurs le rapport Draghi, par exemple, et pas Draghi, enfin c'est pas un original, hein, Draghi en la matière, c'est aussi ce que dit le rapport l'État, c'est aussi ce que dit le rapport Noyer, ce que disent l'ensemble des rapports qui ont été produits récemment, c'est que on doit
modifier la façon dont fonctionne notre économie. On doit en réalité financiariser davantage notre économie, marchéiser davantage notre économie, avec une mise au travail de l'épargne des Européens, la porter davantage vers de l'investissement productif, de l'investissement long terme et de l'investissement à risque. Et d'autre part, créer les conditions d'avoir une rotation plus rapide, notamment des bilans bancaires, via la titrisation. Patrick Artus. Alors, allez-y, Hubert Rodari, oui. Oui, moi, je diverge un peu de cette analyse. D'abord, sur le choix des mots, financer son modèle social. Ça, c'est une façon pudique de dire, c'est que on a essayé de freiner la contestation qui venait de la destruction du modèle social qui a été enclenché par un certain nombre de choix stratégiques. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on installe un certain nombre de principes de partage de l'activité mondiale, on crée de facto des problématiques sociales. Celles-ci, elles ont été niées. Elles ont été niées par un discours qui a tendu à en amoindrir les effets, et deuxièmement, en finançant justement des mesures de ce qu'on appelle de protection sociale, de redistribution, de transfert, on a masqué les effets réels. Donc on a retardé le mouvement de contestation des choix techniques qui avaient été faits. Et ces choix techniques, ils imposent une logique à laquelle tout le monde se conforme, politique, industriel et en définitive le citoyen. C'est ça qu'il faut voir. C'est ce qu'avait montré nos prédécesseurs en introduisant à la notion de prospective dans les années 50, c'est que de plus en plus les sociétés étaient gouvernées par des logiques d'organisation dont on ne pouvait pas échapper aux conséquences. On pouvait juste en atténuer les effets. Et aujourd'hui, la dette de la France a commencé au moment où on a enclenché ces mesures qui ont produit des désindustrialisations progressives, des répartitions d'activités au profit de telle zone, puis après de telle zone, etc. Mais la logique est toujours la même. Le problème, on a masqué ces effets du point de vue social, donc c'est pas un financement. On a fait comme les Romains panem et circenses, qui calmaient l'inactivité des foules à Rome en les occupant et en finançant leur existence. Vous voyez, je crois que c'est ça qu'il faut voir. Et c'est ce que les Américains avaient appelé à un moment donné, c'est le fonctionnement algorithmique de la société occidentale. Vous voyez, on met un principe sur lequel tout le monde s'aligne de façon automatique. Par exemple, je prends l'exemple par ma voisine, c'est que le système éducatif, on n'a pas eu besoin de le transformer par des règles, par un débat, pour savoir quelle était la bonne pédagogie ou non. On a mis des classements avec des critères dont on ne sait pas d'où ils sont sortis. Et tout le monde s'est aligné sur les critères, et l'école de commerce de Reims et celle de Rouen se sont fusionnées, ont fait Neoma. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas eu besoin de prendre une incitation, ce n'est pas le terme d'une réflexion, c'est simplement une adéquation. Donc aujourd'hui, on arrive au bout de la logique qui a été installée dans les années 70 dans le système mondial. Patrick Artus, d'où vient la dette française? Qui est responsable de la dette? Qui est responsable du déficit? Est-ce qu'il y a un tiercé gagnant, comme on le dit, enfin tiercé gagnant, de la dépense, retraite, santé, affaires économiques? Oui, on sait ça. Je crois qu'il ne faut pas regarder du côté de la dépense, il faut regarder du côté des recettes de l'État. Faites un calcul simple. Si nous avions le taux d'emploi des Allemands, le taux d'emploi, c'est le pourcentage de la population en âge de travailler qui a un emploi, nous aurions 10 points de plus de PIB, 10% de plus de PIB. Les Allemands ont un taux d'emploi de 9 points supérieur, ce qui fait 13% d'emploi en plus. Et si nous n'avions pas eu un recul de la productivité depuis 2019, et si la productivité avait continué à augmenter, même faiblement de 1% par an, nous irions 8 points de PIB en plus. Donc nous aurions 18% de PIB en plus, on aurait un excédent budgétaire de 3 points de PIB en 2024, et on se demanderait comment on va investir intelligemment cet argent. Et donc le problème, c'est il faut absolument comprendre d'où vient le faible niveau du taux d'emploi et le faible niveau et le déclin de la productivité, et le corriger, parce que
corriger un déficit public par la contraction budgétaire, par les hausses d'impôts ou par la baisse des dépenses, ça marche très très mal, ça met beaucoup de temps et c'est très dur. Et il faudrait beaucoup mieux avoir des solutions pour augmenter la productivité, augmenter le taux d'emploi. Alors, ces solutions, ça existe. Hubert a dit, notre système éducatif est d'une qualité déplorable. On a eu, il y a quelques jours, l'enquête Teams, qui est sur le niveau en sciences des jeunes Français. On est dernier, ou quasi dernier comme d'habitude. On sait que le taux de chômage des jeunes, c'est 20% pratiquement, et c'est 7% en Allemagne. Donc, et puis on est en retard sur l'allongement de l'âge de la retraite. Je veux dire, on a 40% des Français de 60 à 64 ans qui ont un emploi, alors que c'est 65% des Allemands. Donc il y a des remèdes. Et puis on n'investit pas assez en recherche-développement. Les entreprises ne font pas assez de recherche-développement. Donc on saurait corriger l'insuffisance de la productivité et l'insuffisance du taux d'emploi. Donc je suis assez désolé de ce que les gouvernements pensent plutôt à monter les impôts ou à baisser les dépenses et pas à corriger le recette facile. Juste, on va y revenir sur les remèdes, mais aussi simplement, puisque vous avez souvent une très bonne approche de l'ensemble des pays européens, Nathalie Janson. Certains pays sont arrivés. Je disais, il y a un papier dans ce supplément donc, de Revue Banque sur les pigs, les petits cochons du Sud, qu'on appelait les petits cochons dans les années 2010-2012. Pigs, les mauvais élèves donc, de la zone euro des années 2010, Portugal, Italie, Grèce, et puis Espagne, qui font un retour en force ou pas quand même ? Oui, dans une certaine mesure, quand même, un retour certains disent que la dette espagnole est préférée à la dette française en ce moment, donc voilà. Mais je pense que pour prolonger ce que Patrick vient juste de dire, c'est, en effet, c'est ce qui s'est passé dans ces pays-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter l'approche comptable qui, peut peut-être arranger pour quelques semaines la situation, mais qui ne changera pas le problème de fond, qui est en France le fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui travaillent et que la productivité est insuffisante. Bon, même si ce constat, il est partagé aussi par d'autres pays européens. Néanmoins, c'est un problème et pour ça, il faut réfléchir, il faut vraiment avoir une réflexion sur effectivement le périmètre de l'action publique, de l'action de l'État et comme on évoquait justement l'éducation, tout ça, ça se tient. C'est-à-dire que si on fait des réformes de l'éducation pour qu'effectivement on ait un système plus efficace, c'est-à-dire qu'il arrive à mieux orienter ses élèves. Vous avez dit vous-même, en Allemagne, on a beaucoup moins, on a plus de jeunes en fait qui sont intégrés sur le marché du travail parce qu'on sait très bien qu'ils ont un système qui est moins porté sur faut avoir tout le monde à l'école pendant très longtemps, mais plutôt les orienter sur des voies d'apprentissage professionnelles qui sont très bien. Donc là, c'est quand même une volonté politique de réforme de l'État. Et les pays que vous avez mentionnés, à contre-cœur pour certains, parce que la Grèce, ils ont été contraints mais ils ont été contraints parce que leur système était complètement sclérosé. Il a bien fallu qu'ils réforment leur État. À propos de la Grèce, là, Noémie qui nous dit, est-ce qu'il faut sensibiliser davantage les Français sur le sujet de la dette pour expliquer l'urgence de réduire les dépenses étatiques et celles des collectivités? À ce stade, on sent une trajectoire, celle datant d'une intervention du FMI pour enfin accepter notre situation, exemple de la Grèce en 2012. On n'en est pas encore là, le FMI n'est pas au port de la... Stéphane Giordano. On n'en est pas là. Il y aura sans doute... On n'a pas besoin du FMI, on est déjà sous tutelle européenne. Il faut quand même prendre conscience des réalités, c'est que nous fonctionnons dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen. Le budget 2024, il a été déjà présenté au premier semestre 2024 et accepté en l'état par celui présenté par Gabriel Attal, par les autorités européennes, qui d'ailleurs ne se sont pas déjugées lorsque Barnier a fait, le Premier ministre Barnier a fait des ajustements. Donc le FMI, il est déjà là, si vous voulez. Nous ne sommes plus un État indépendant d'un point de vue budgétaire et monétaire. Il faut le prendre en compte, ça, dans la situation. Qui a cité la BCE, c'est vous, Nathalie? Oui, la BCE, elle peut venir au secours de la dette de la France? Elle peut être prêteur en dernier recours ou pas?
depuis la Grèce, nous avons des systèmes en place. Bon, il y a plusieurs étages. Le premier étage, on l'évoquait juste avant ensemble, c'est s'il y avait effectivement des tensions sur la dette française avec le fameux mécanisme où en fait on va essayer d'éviter les tensions sur les spreads. Donc la BCE interviendrait. Bon, on n'en est effectivement pas là, mais c'est une première étape. Et puis si vraiment après on en arrive beaucoup plus loin, si vraiment c'était un côté dramatique, on a ces fameux mécanismes mis en place par Draghi. Évidemment, là par contre, il faut accepter la tutelle. Là, il faut accepter un plan de réforme pour pouvoir bénéficier de cet arrangement. C'est-à-dire qu'on est prêt à accepter ça. On verra si jamais ça arrive. Mais en tout cas, c'est ça. Mais il y a plusieurs étages déjà. Donc, avant qu'on en arrive effectivement à l'étage d'en haut, il y a quand même plusieurs étapes. Stéphane, le président de l'AMAFI, de quoi elle est composée cette dette française? Est-ce que le fait qu'elle soit internationalisée, c'est un facteur aggravant, apaisant ou pas? C'est quoi? Là-dessus, il y a des interprétations qui peuvent être assez divergentes. Le fait est que on nous dit régulièrement que l'une des raisons de la stabilité du Japon, malgré le poids de sa dette, c'est le fait que sa dette est essentiellement détenue nationalement. En France, on est sur une détention qui est beaucoup plus internationale. Avec des levées annuelles qui sont assez importantes. L'agence France Trésor a rappelé récemment que pour 2025, c'était 300 milliards qui devaient être levés. Donc là-dessus, on est sur une dette qui n'a pas de facteur de stabilité particulier, mais qui n'a pas non plus de facteur d'instabilité particulier. Les tensions qu'on voit sur la dette, c'est largement le signe de ce que mes camarades ont pu dire. C'est-à-dire, on a un vrai doute sur la capacité du pays à se réformer structurellement. Il y a la question de la dépense publique, il y a la question des recettes, il y a la question vraiment de l'efficacité économique globale, de la productivité, de l'innovation, qui est une question européenne, mais qui est quand même critique particulièrement en France. Question européenne, Stéphane, et vous avez raison, et ce que vous expliquez très très bien dans ce supplément de Revue Banque, il y a une circonstance aggravante, c'est que les pays de l'Union européenne font face, toujours pareil, à ces défis majeurs que constituent les 5D. Les 5D, décarbonation, transition digitale, démondialisation, vieillissement démographique, défense plus autonome. Et ça, il y a des priorités et on n'y va pas pour l'instant, à cause de tout ça. Alors, le fait est que la Commission a estimé l'investissement nécessaire pour la seule digitalisation et la décarbonation à, me semble-t-il, 800 milliards d'investissements annuels supplémentaires. Aujourd'hui, on n'y est pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on n'a pas vraiment de tension de financement dans le système européen. En même temps, la mauvaise nouvelle, c'est que on n'avance pas assez vite sur un certain nombre de choses qui sont par ailleurs nécessaires. Et nécessaire parfois pour... Alors soit c'est une nécessité de long terme dans le cas de la décarbonation, mais au-delà, digitalisation et décarbonation, ça peut être aussi des vrais facteurs d'efficacité de l'économie, d'innovation, de productivité. Ce qu'on voit sur la décarbonation par exemple, c'est que l'Europe est aujourd'hui la zone qui dépose le plus de brevets. Et pourtant, on n'est clairement pas la zone qui en bénéficie le plus parce qu'on ne passe pas à l'échelle, parce qu'on n'investit pas assez pour passer à l'échelle sur les innovations. On n'a pas l'argent. Hubert Rodari et Patrick Artus. Oui, moi je voulais manifester mon plein accord avec ce que disait tout à l'heure Patrick. C'est-à-dire que la problématique de la dette, c'est toujours la résultante d'une situation passée, mais c'est pas en prolongeant les tendances qu'on va surtout en ayant une vision exclusivement financière et comptable, qu'on va résoudre le sujet. Le véritable problème, et il n'est pas traité dans les rapports Draghi, c'est quels sont les moyens de mettre en place un retour d'une activité productive au sein de l'Europe qui soit partagée et répartie sur l'ensemble des pays, notamment l'Italie, l'Espagne, la France et également effectivement l'Allemagne, mais l'Allemagne n'en manquait pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que la course en tête qu'établissait en termes de production industrielle l'Allemagne
qui concentrait la capacité d'exportation et qui rendait l'euro fort par rapport à l'ensemble des monnaies par les excédents qu'il dégageait, actuellement, c'est une citadelle qui est en train de s'écrouler. Le recul de la production industrielle allemande, qui a été enclenché à partir de 2019, est absolument impressionnant. C'est-à-dire, en baissant par rapport à, je crois, 2015, on rejoint les niveaux d'activité industrielle de la France, qui a patiné pendant toutes ces années. Donc c'est ça, je dirais, la chance, le moment, c'est d'avoir des intérêts qui ne sont plus aussi divergents dans les pays européens pour reconstruire une capacité de production, d'activité, de production industrielle au sein de l'Europe qui génère ces recettes, cette employabilité, cet emploi des personnes. Alors, si j'ajoute... je voudrais juste ajouter un tout petit point, c'est qu'une condition sine qua non pour véritablement faire une stratégie, qu'il faut avoir une stratégie de dépenses et de façon trop limitée le rapport Draghi, c'est un accord des pays européens sur un modèle social européen. C'est le grand absent du rapport Draghi, c'est ce que nous avons mis dans nos analyses au sein de la V2I, c'est qu'il n'y a que 3 lignes sur 400 pages sur le modèle social. Il n'est pas défini. Il y a des centaines de pages dans le rapport l'État. Oui. Voilà. Alors, le rapport l'État, c'est effectivement, mais c'est le modèle qui est actuellement rejeté. C'est ça le problème. Mais le rapport Draghi, qui est vraiment l'expression de la politique que va conduire la Commission européenne, puisque l'ensemble des chapitres, c'était pas un scoop que j'ai donné, mais ont été largement rédigés par les services de la Commission européenne. Donc c'est plus que l'État, c'est ce qui va être proposé par la Commission européenne aux États européens. Vont-ils l'accepter? À Budapest, ils ont dit non pour l'instant, mais au mois de juin prochain, quand ils vont se réunir à nouveau, je ne sais pas ce qu'il en sera, vous voyez. Mais j'insiste, c'est qu'il ne faut pas regarder toujours les choses sur l'angle strictement économique et financier, mais c'est de dire nous sommes un ensemble qui vit avec une vitalité qui doit s'exprimer dans une activité. Et après, les problèmes financiers ne sont que des moyens. Oui, je voudrais qu'on avance avec d'autres questions qui sont posées à Olivier, qui nous dit: peut-on parler de crise de la dette? De quoi est le résultat d'une crise de la dette? Voilà. Est-ce que les niveaux atteints par les dettes publiques et leur trajectoire sont devenus inquiétants? Non, je crois qu'on a déjà répondu. Largement. Pardon. Oui, pardon. Non. Pardon. Non. Mais non, mais c'est entre un pays, les États-Unis, qui ont, si on calculait la dette publique des États-Unis, suivant les normes de Maastricht, qui ont 160% du PIB de dette publique, qui attire des capitaux internationaux de tous les pays par le développement technologique, par la sécurité et un pays comme la France qui n'a pas de gain de productivité, qui sous-investit, qui n'a pas d'épargne investie à risque, il y a une capacité d'avoir une dette publique extrêmement différente. Ce que je voulais vous entendre dire, et j'ai lu votre papier dans le supplément, et c'est pour ça que je prenais cette question pour vous la poser, Patrick Artus, le poids des dettes publiques pénalise-t-il les générations futures? Et ce que vous dites, c'est qu'il faut nuancer, justement. C'est ça, voilà. Alors, il y a un autre... Parce qu'on dit toujours, regardez, c'est la dette c'est l'avenir de nos enfants, etc. Alors, allez-y, faites votre démonstration. Il faut rappeler qu'il faut regarder les taux d'intérêt en termes réels et pas en termes nominal. Et donc, tant que le taux d'intérêt réel sur la dette est au moins égal à la croissance de l'économie, il n'y a pas de transmission de la dette aux générations futures, puisque la dette se réduit plus qu'elle ne s'accroît chaque période. J'avais dit qu'on casserait un peu les a priori dans cette émission de RB Live, c'est pour ça que je prenais cette question. Le problème, c'est ne va-t-on pas l'année prochaine passer du mauvais côté de cette inégalité, puisque si nous n'avons effectivement qu'un demi-% de croissance, et si les taux d'intérêt réels sont de l'ordre de 1% et même plus, nous serons du mauvais côté de cette inégalité. Donc là, on passera à une situation où on transmettra de la dette vers le futur. Alors, une autre question, vous y avez déjà répondu en partie, mais voilà.
Ariel qui quantifie, qui dit, selon M. Artus, quelles seraient les 3 réformes les plus structurantes ou urgentes à adopter immédiatement. On a déjà parlé de la productivité, justement. Non, mais la productivité, ça serait fort. Bon, c'est l'éducation, je crois qu'on est tous d'accord. On a un système éducatif, et en particulier dans les matières scientifiques. On a des notes catastrophiques. Si vous regardez la dernière enquête Teams, il n'y a que 3% des jeunes Français qui ont un niveau en mathématiques qui est de standard élevé. Et en moyenne, il y a 12% des Européens. Donc il y a un déficit de compétences mathématiques. Donc faire la Startup Nation sans mathématiciens, c'est compliqué, quoi, je dirais. Donc voilà. Donc un. 2, il faut de l'épargne à risque. Je crois qu'on l'a toujours dit. Si vous regardez les levées de fonds en capital risque, en venture capital, en France, cette année, ça va être de l'ordre de 2% du PIB. Aux États-Unis, c'est 250% du PIB. Et donc, quand il n'y a pas d'argent qui s'investit à risque, les entrepreneurs vont aux États-Unis pour se financer. Donc, et vous savez que d'ailleurs, plus de la moitié de l'argent du venture capital européen est investi aux États-Unis. Donc, il n'est quand même pas une très bonne nouvelle. 2 et 3, il faut continuer la réforme des retraites, quoi. Il faut qu'on travaille. Sur le temps de travail, on parle beaucoup du temps de travail sur l'année, sur la semaine. Il n'y a pas de problème. Les Français travaillent 38h50. C'est à peu près la moyenne européenne. C'est le taux d'emploi des jeunes et des personnes âgées et qui est défaillant. Et puis la productivité, comme on l'a dit tout à l'heure. Il va falloir donc faire accepter des choix difficiles dans un pays comme la France. Voilà. Patrick vient de nous parler des retraites. Voilà. La durée du travail. Voilà. Nathalie, vous y croyez ? Mais c'est là où effectivement, on voit bien qu'avec la situation politique, on se demande comment ces réformes pourraient passer. D'ailleurs, à ce sujet, sur la retraite, il y a eu une très bonne note qui est parue sur comment on pourrait passer dans une transition vers un système de capitalisation obligatoire, mais pas à 100% évidemment, mais de mettre obligatoirement dans le panier de la répartition et de la capitalisation. Et on voit bien qu'en fait, et pourtant c'est tout à fait faisable sans trop aggraver la situation malgré tout, même si on aurait dû le faire bien avant pour que ça se passe mieux. Et on voit bien que là où le bas blesse, c'est dans l'acceptation politique et par la population. François Eccal, toujours dans Revue Banque, voilà, donc ancien de la Cour des comptes et maintenant grand spécialiste des finances publiques, il dit reprendre le contrôle de la dette publique. N'est-ce pas une équation insoluble ? Oui, le gros du travail sur les déficits doit porter sur les dépenses. Les pays scandinaves ont su évoluer, mais notre culture nationale rajoute un paramètre complexifiant considérablement l'équation. Voilà, c'est notre esprit à nous qui empêche tout ça, Stéphane. Le fait est que il est même pas certain que dans leur technostructure, les États aient tellement envie Mais c'est pas que la population, c'est de favoriser l'émergence de ces systèmes de retraite, parce que fondamentalement aujourd'hui, l'épargne est pour une part importante se porte sur le financement de la dette. Dans la dynamique vers un mouvement vers des systèmes de retraite davantage par capitalisation, la dette publique aurait sa part, mais il est clair qu'il y aurait aussi potentiellement des effets d'éviction au profit d'autres outils. Si on regarde au niveau européen, on n'a pas vraiment aujourd'hui de safe asset européen. Alors, la dette allemande en tient pour partie lieu, mais comme elle est plutôt en contraction, elle n'est pas forcément suffisamment liquide, et donc la dette française longtemps a été second best preferred. Maintenant, ça se dispute avec les autres dettes des pays du Sud qui sont assez liquides. Et on voit bien typiquement qu'un safe asset européen, qui pourrait être un objectif d'un certain nombre de réformes auxquelles on pense en ce moment, et la réflexion autour de la titrisation, encore une fois, évoque ce sujet-là. Quand vous êtes endetté au niveau d'un certain nombre de pays européens, c'est pas forcément quelque chose que vous envisagez très positivement, parce que si vous avez ce safe asset, il va apporter un certain nombre de bénéfices en termes de structuration des marchés, en termes de structuration de la courbe de taux, en termes de rôle international de l'euro, en termes d'attractivité
pour des investisseurs extra-européens, mais en même temps, il va créer un risque d'éviction pour votre propre dette nationale. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un nouveau système à inventer? Thierry Philippona, dans ce supplément, dit la bonne question à se poser, c'est comment réformer les règles européennes pour permettre à cette dette publique croissante d'être soutenable. Donc définir une stratégie européenne, ça pourrait être possible? C'est ce que vous souhaitiez tout à l'heure? C'est l'essentiel du sujet, puisque aujourd'hui, le cas français, on le regarde parce que c'est le nôtre, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est exactement le même problème qui se pose partout en Europe. Les phénomènes qu'on a relevés, c'est-à-dire désindustrialisation, perte de qualité de l'enseignement, déstabilisation des structures sociales, déstabilisation des systèmes politiques, c'est un fait, je dirais, qui sont partagés en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, partout. En Belgique, les gouvernements n'arrivent plus à être nommés, ils ne sont pas soutenus. C'est ça le vrai sujet, c'est le sujet fondamental. C'est-à-dire que là, on est dans une période, excusez-moi de prendre peut-être un petit peu de hauteur par rapport au sujet strict de la dette, c'est que je pense que nous sommes dans un moment un peu comme 1848 ou 1870, c'est-à-dire vous avez face à une organisation qui s'était implantée depuis une trentaine d'années, il y a un mouvement pour demander un changement. Et ce changement, il n'est pas propre même à l'Europe. Il est le cas des États-Unis, de la Grande-Bretagne, sont manifestement dans la même tendance de remise en cause. Quelle implication? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'implication, c'est que les Européens doivent se réunir pour dire quelles sont nos vraies valeurs, quel est notre modèle social que l'on veut défendre et comment on le met en place. Comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui et sur le plan économique de la répartition de l'activité. Le grand sujet politique qui a été traité dans les années 70, c'est une répartition de la valeur ajoutée par la production. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Alors ça paraît un peu abscon, un peu abstrait, mais c'est comme je disais, dans des sociétés qui sont gouvernées par des algorithmes, par des principes logiques auxquels tout le monde après s'ordonne de façon naturelle sans même y penser, qui fait référence à un principe. C'est aujourd'hui l'enjeu, si on a des politiques qui sont des hommes d'État qui sont des vrais réalistes. C'est l'enjeu aujourd'hui des négociations, c'est comment est-ce que je prends en compte la nouvelle donne qui est en train de se créer. On est avec des règles européennes qui sont issues d'une globalisation supposée définitivement heureuse, et on voit très bien qu'elles ne sont plus respectées nulle part. L'OMC est un mort-vivant, pour reprendre l'expression de M. Macron à propos de l'OTAN. Un monde théoriquement dans la paix et on a la guerre à nos portes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, j'appellerais volontiers à une cure de réalisme vrai, pas de réalisme vu avec des lunettes déformantes. Vous voyez, il faut regarder la réalité toute crue. La protection des intérêts nationaux aujourd'hui dans les principales zones économiques que sont les premières, celles qui gagnent aujourd'hui, les États-Unis et la Chine, c'est leur politique première. C'est pas la celle européenne. Et l'Europe aujourd'hui, elle doit avoir une politique non plus de puissance dominante comme elle croit l'avoir été, mais s'il faut revenir aux choses, c'est-à-dire que l'État, 30 ans après, c'est de dire nous devons adopter une politique de pays émergents. C'est un changement radical. Ça fait sourire quand je dis que l'Europe doit se considérer comme une zone émergente et non plus comme une puissance installée. Patrick Artus, il rêve ou pas Hubert là Moi, je suis pas complètement en accord. Je pense que le protectionnisme est une très mauvaise idée pour l'Europe. J'ai pas parlé de protectionnisme, Patrick. Et donc, il faut réserver la protection aux industries naissantes, comme le dit la théorie, il ne faut pas le généraliser. Et donc, on est très bien à importer des bicyclettes fabriquées en Chine. Donc, il n'y a aucune raison de relocaliser les bicyclettes. Donc, il faut avoir un minimum de respect des avantages comparatifs. Notre avantage comparatif n'est pas de relocaliser l'industrie. Voilà. Donc, ça c'est... Et puis, deuxièmement, je pense que il faut vraiment changer les règles budgétaires européennes, mais sur quelque chose qu'on connaît tous, qui est la transition énergétique. Les travaux récents montrent que 1 degré Celsius de hausse de la température de la planète réduit en moyenne le PIB de 12%.
de 12%. Et donc investir dans le respect des normes climatiques, c'est l'investissement le plus rentable qui soit. Simplement, ça ne peut pas être fait spontanément par le secteur privé, parce que c'est éviter un coût et pas fabriquer un rendement. Hein. Et donc, il faut que les États le fassent, ou en tout cas contribuent beaucoup à ce financement. Et les États sont contraints par les normes climatiques, mais par les normes budgétaires. Mais il faut comprendre que même d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue du niveau de PIB qui est généré, réduire les émissions de CO2, c'est absolument vital. C'est vrai simplement, ça nécessite des budgets énormes et ça ne sera pas fait spontanément par le secteur privé. L'impact de la transition environnementale, il y a raison, Patrick Artus, Nathalie, ça ne va pas calmer la spirale d'endettement. Non, mais par contre, je viendrais plutôt apporter un point de modération, c'est-à-dire que quand on regarde un peu aux États-Unis ce qui s'est passé dans certains États, on voit par exemple que la Californie, qui était très, elle avait un modèle où en fait ils subventionnaient depuis longtemps en fait les projets, parce que c'était l'État le plus, je dirais le plus vert, enfin avec une politique verte un peu assumée par rapport à un no man's land dans le reste des États. Eh bien, récemment, depuis, je crois que l'envolée, la forte augmentation s'est produite à partir de 2019. Elle s'est fait dépasser par le Texas, où il n'y a aucune régulation et aucune incitation, parce que c'est le Texas. Et en fait, il y a eu un vrai, et ça, c'est pour des raisons d'innovation technologique. C'est-à-dire qu'on a également, et c'est pour ça que nous on pêche, puisque d'un côté en Europe, on n'a pas effectivement cet élan par les États. Enfin voilà, on a du mal, et on n'a pas cette démarche d'innovation, donc soulignée par le rapport Draghi, mais qui pourrait être une solution, parce qu'on voit bien que là, c'est bien les entreprises privées qui ont cet intérêt et qui y trouvent un rendement. Parmi les pistes, est-ce qu'il y a un nouveau système à inventer? Je reviens juste parce que vous avez parlé tout à l'heure de titrisation, c'est-à-dire l'idée c'est de quoi? C'est de prendre une créance, la transformer en titre financier. Il y a une question qui nous est arrivée: pouvez-vous repréciser la notion d'investissement à risque et les incidences avec la titrisation qui a mauvaise réputation pour les non-spécialistes de la finance? Stéphane Giordano. Puis ensuite, une fois qu'on aura répondu à ça, est-ce que c'est aussi l'occasion de relancer cette UMC, cette Union des marchés des capitaux? Et dans un autre genre aussi, Nicolas Véron qui nous dit: la situation de la France est un encouragement à un approfondissement de l'union bancaire. Voilà. Est-ce que c'est une proposition pour l'approfondissement de l'union bancaire? Stéphane. Je vais d'abord revenir très très brièvement sur la question du financement de la décarbonation et de la transition énergétique. Le problème européen, et ça a donné lieu à un certain nombre de sorties récemment qui ont pu être un peu marquantes. Le problème européen, c'est qu'on gère le sujet par la contrainte réglementaire. Et notamment par des contraintes de reporting extrêmement lourdes pour les entreprises à la fois industrielles et du secteur financier. La façon dont les États-Unis l'abordent ou essaient de l'aborder, alors c'est in the making, mais c'est par l'alignement des intérêts. Il faut approcher le sujet par l'alignement des intérêts. On est dans une situation où, en Europe, ça devient un carcan, en fait, et ça devient un suicide pour les secteurs industriels qui marchaient encore. Et avec des effets de retour, où la Commission européenne, dans son programme de travail qui a commencé à fuiter ces derniers jours, dit que finalement, le ban des moteurs thermiques en 2035, ça se fera peut-être pas, en tout cas, si c'est sur des carburants zéro émission nette, donc on garderait la capacité à produire des moteurs thermiques. C'est absolument catastrophique, ce genre d'approche-là. Vous avez des industriels qui ont besoin d'avoir de la stabilité dans les grandes lignes stratégiques. Vous ne pouvez pas dire une année, 2035, il n'y a plus de moteur thermique, et puis finalement, si, il va y en avoir. On a besoin là-dessus d'avoir de la stratégie long terme qui est définie de manière stable, quitte à avoir quelques coups de godille, mais là, ce n'est pas du tout ce qu'on fait en Europe. Les États-Unis, eux, le font. La Chine le fait, alors avec évidemment un contexte démocratique qui n'est pas exactement le même. Mais si on regarde aux États-Unis, ils ont des approches qui là-dessus sont absolument transpartisanes. En Europe, on est pour le moment incapable d'avoir ça, et ça, c'est un vrai drame. Alors justement, est-ce que ça, l'union des marchés de capitaux, est-ce que ça serait suffisant, insuffisant pour financer cette transition environnementale? Est-ce que toutes ces questions autour de la dette, ça va poser la question de est-ce qu'il faut accélérer à nouveau cette UMC, cette union bancaire?
Alors l'UMC, c'est un instrument, ou la SIU, la Savings and Investment Union, c'est un instrument extrêmement puissant, mais c'est un instrument, ça remplace pas la définition d'une stratégie. Sur la SIU, pour réussir la mutation du financement en Europe, aujourd'hui en gros 70% du financement qui est apporté par les banques, 30% par les marchés financiers, c'est le contraire aux États-Unis. La situation qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est la situation qu'avaient les États-Unis en gros à la fin des années 70. Donc eux-mêmes ont fait leur mutation. Et il y a un certain nombre de leçons à tirer de cette mutation. La première leçon, c'est que ça prend du temps. Et que ce temps-là, il faut se le donner, il faut définir nos objectifs stratégiques, encore une fois, de manière stable. On peut pas en changer tous les 3-4 ans d'objectifs stratégiques. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 piliers. Pour ce genre de mutation-là. Le premier pilier, c'est le pilier en réalité le plus compliqué, qui aux États-Unis était déjà atteint dans les années 70-80, c'est le pilier de l'unité. Unité de la fiscalité, unité du droit, unité des normes, unité de la supervision, enfin, etc. Le deuxième pilier, c'est le fait de mettre au travail votre épargne et d'en faire une épargne qui devient réellement productive. La façon dont les États-Unis l'ont fait, ça a été par le développement extrêmement fort, en fait, à partir du milieu des années 80, des fonds de pension, et le fait de porter les fonds de pension davantage vers l'equity, donc vers du risque, que vers la dette, et notamment la dette gouvernementale. Et le troisième pilier, c'est la titrisation, c'est-à-dire le fait de permettre aux banques de densifier leur bilan, d'accélérer la rotation de leurs actifs, pour pouvoir se porter aussi sur les financements les plus où elles sont les plus utiles, et notamment tout ce qui est financement de projets et un certain nombre de financements d'innovation. Ça, aujourd'hui, très clairement, ça manque en Europe. Pourquoi ça manque en Europe, Nathalie Janson? Pourquoi on s'interdit une stratégie un peu d'unité comme aux États-Unis? Disons qu'aux États-Unis, je pense qu'ils partaient de plus bas. Paradoxalement, on a du mal à s'en rendre compte, mais, oui, mais en fait, au niveau ils étaient très fragmentés au niveau en tout cas au niveau bancaire, dans les années 70. Donc, il y a eu un constat tout d'un coup, il faut faire quelque chose, et sans doute quand on a des situations plus dramatiques, peut-être qu'on est beaucoup plus conscient qu'il faut vraiment prendre des mesures plus radicales. Et aussi, je pense que le développement en fait des marchés monétaires aux États-Unis qui s'est fait avant nous et qui est venu concurrencer les banques a aussi favorisé le mouvement. Parce qu'en fait, les marchés monétaires qui font de la gestion donc à court terme, ils sont venus proposer des produits très proches aux produits bancaires. Ils sont venus donc les concurrencer et elles ont dû répondre. Elles ont dû trouver en fait des stratégies pour se défendre. Et c'est en fait c'est à partir de là qu'effectivement la titrisation s'est enclenchée de façon bien supérieure à chez nous, parce que c'était une réponse. Or en Europe, on a regardé, les banques se sont dit on va peut-être se protéger, et c'est en se protégeant que je reviens. Voilà. La titrisation a la mauvaise réputation ou pas? En fait, elle existe depuis très longtemps. Elle n'a jamais eu mauvaise réputation jusqu'à ce qu'il y ait effectivement la crise des subprimes, parce que c'était très particulier. Alors, là, mon âge ancien et mon expérience, la titrisation a eu périodiquement une mauvaise réputation lorsqu'elle échoue. Elle a été créée à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Elle a échoué. Elle a connu une renaissance dans les années 80. Et effectivement, je renforce ce que dit Nathalie, c'est la loi de modernisation bancaire qui a homogénéisé le système américain au système européen date de 1999, alors que les réformes bancaires, le supermarket banking britannique, ça doit être 81-82, et la loi bancaire française, c'est en 84 ou 85, je ne sais plus très bien. Donc c'était presque 15 ans avant le mouvement de libéralisation, donc la fin du Glass-Steagall Act, qui avait réglementairement fragmenté le système bancaire. Alors effectivement, le caractère morcelé de la puissance bancaire ne permettait pas de répondre à tous les besoins, mais là aussi, il ne faut pas oublier le substrat monétaire qui a poussé la titrisation, c'est l'émission monétaire à jet continu. La dette américaine a bondi
vraiment, on voit sur les courbes, et quand je parle de la dette américaine, c'est global, tout acteur confondu, à partir de la fin des années 80. Le miracle de Reagan, c'était un miracle d'endettement de la liquidité. On est passé d'un endettement global qui tournait entre 100 et 150% depuis la guerre jusqu'à la fin des années 70, malgré l'inflation, à près de 300% au moment de la crise de 2008. Et là, on est toujours en train de grimper. Vous voyez, ce qu'il faut voir, c'est que les produits recyclent les liquidités monétaires. Et aujourd'hui, effectivement, la titrisation a mauvaise presse, puisque on sait, entre guillemets, le système européen a encaissé 600 milliards de pertes sèches sur titres américains. Donc en gros, les pertes sur titrisation américaine, c'est une large partie de l'Europe qui l'a payé, et notamment le système bancaire allemand qui était excédentaire en liquidité, j'allais dire comme d'habitude, vous voyez. Un mot, Patrick Artus, puis on passera à la conclusion juste après, pour réagir à ce que vous dites. Je crois que, bien entendu, c'est souhaitable qu'il y ait une union des marchés de capitaux. Je ne crois pas que ça sera un apport majeur au problème de financement de l'économie européenne. Parce que tant qu'on n'a pas beaucoup d'épargne risquée, et donc ça tient au goût des épargnants et à l'absence de fonds de pension, et tant que la rentabilité des investissements aux États-Unis, et en particulier des investissements en entreprise, est nettement plus forte que la rentabilité des investissements en Europe, c'est vrai que le ROE moyen des entreprises américaines, c'est 15%, le ROE moyen des entreprises, la rentabilité des fonds propres des entreprises européennes, c'est 9%. Et donc, si je suis gérant d'un fonds de pension hollandais ou d'un assureur allemand, je n'ai pas l'ombre d'une hésitation, j'investis mon argent aux États-Unis, même si j'ai des marchés unifiés de capitaux. Une seconde. Et je renforce ce que dit Patrick, c'est-à-dire cette vision de dire il faut que l'épargne européenne arrose le sujet de l'investissement, c'est une nécessité pour faire fructifier la réindustrialisation ou les investissements à faire en Europe. C'est une idée qui date de l'ancien temps. Aujourd'hui, avec la création monétaire, si les projets qui sont proposés en décarboné sont rentables, ils trouveront naturellement leur financement. Un mot là pour terminer, dette et déficit, sortir du cercle infernal, vous savez, c'est le supplément de Revue Banque, question d'Homère, pour revenir à la France, faut-il et doit-on et peut-on rembourser la dette ? Notre dette, Stéphane Giordano. Alors peut-on, je vous laisse apprécier ce qu'on pourrait répondre. La question, c'est encore une fois, c'est moins le remboursement de la dette que la soutenabilité des intérêts. Et le fait qu'en réalité, on est dans un tel système de dépendance à cette dette que les intérêts, c'est quasiment devenu le premier domaine régalien. Et là, c'est là qu'il y a un sujet en réalité. La question de la diminution de la dette, c'est essentiellement une question parce que ça permet de sortir de cette dépendance et de cette... Allez, un mot chacun, parce que là, pour pas déborder, Hubert. Le remboursement ou non-remboursement de la dette, la réponse à la question, elle est aussi sur la nature de la dette, ce qu'on disait tout d'abord. On ne demande pas des contractions à la masse monétaire, d'avoir des contractions énormes. Aujourd'hui, on est en train d'un peu de la réduire à la marge, mais je crois, 4 ou 5, 6 fois supérieure toute activité remise à niveau par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans. Allez. Donc, c'est pas un sujet. Le dernier mot, ce sera Nathalie et Patrick. Nathalie Janson. Eh bien, moi, je reprendrai ce que Patrick a dit plus tôt, c'est-à-dire qu'au-delà du remboursement qui n'est pas à l'ordre du jour, parce que ce serait impossible, de toute façon, de rembourser tout de suite maintenant toute la dette n'est pas souhaitable, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'elle évince, en fait, les financements privés. En fait, c'est parce que c'est là que réside le rendement, le risque, le financement, le développement. Et voilà. L'hyper-innovation. Patrick Artus. Le danger, c'est qu'on passe d'un monde où il y avait trop d'épargne, exempté, bien sûr, c'est le fameux savings glut de Bernanke, à un monde où il n'y a pas assez d'épargne. Alors, dans un monde où il y a trop d'épargne, les taux d'intérêt réels sont très bas et tout le monde s'endette et c'est totalement logique de s'endetter. Si vous passez brutalement à un monde où il n'y a pas assez d'épargne et où les taux d'intérêt réels montent beaucoup, toute cette dette devient excessive. Et donc le vrai risque, c'est qu'on doive rembourser une partie de la dette qui a été accumulée dans un monde très différent, qui était le monde où il y avait un excès d'épargne. C'était très clair.
c'était très bien. C'est bien de faire un petit peu de pédagogie. Voilà, on s'est arrêté pendant 1 heure donc sur cette question de la dette publique, le spectre d'une crise. Voilà, vous y avez répondu chacun, chacune. Merci à vous. Hubert Rodari à la tête de la F2I, l'Association française des investisseurs institutionnels. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Avec nous, Patrick Artus, conseiller économique chez Osiam, économiste au sein du Cercle des économistes. Et puis le partenaire de ce RB Live, c'est la MAFI, le président de la MAFI lui-même, Stéphane Giordano à la tête de l'Association des marchés financiers. Merci également pour toutes vos questions voilà, que j'ai pu donner, égrener au fur et à mesure de cette émission, de ce grand débat du RB Live. Bonne fête de fin d'année. On se retrouvera prochain semestre, 25, on verra ce qui s'est passé, on verra quel est le thème justement pour un prochain numéro de ce RB Live. À très bientôt.